Alors évidemment, c'est une longue route. C'est une longue route. Donc je m'appelle Karl Kugel. Je vis à La Réunion depuis 1990, décembre 89. Je suis né à Paris, où j'ai vécu une petite vingtaine d'années, et puis ensuite à Aix-en-Provence. Donc je dirais que j'ai vécu, le lieu où j'ai vécu le plus, c'est à La Réunion. Et la vie a fait que, alors que je n'étais pas du tout, prédisposé socialement, culturellement à faire ce métier, le métier que je fais aujourd'hui, a d'abord travaillé principalement dans le champ de la photographie, jusqu'au milieu des années 90. Et puis ensuite, de manière un peu plus large, dans ce que j'appelle la création visuelle, la relation entre création visuelle et pratique vivante. Toujours en utilisant notamment, mais pas seulement, l'image photographique. Donc j'étais pas destiné à faire ce métier. Bon. Et puis j'étais pas destiné à voyager, à bouger. C'est pas quelque chose qui m'attirait en particulier. On va dire que c'est la vie qui m'a amené à passer la moitié de ma vie à l'étranger. Et puis tout doucement, effectivement, de me rendre compte d'expérimenter la richesse d'être à la rencontre de la différence, des lieux, des gens. Et en venant, je repensais au premier voyage que j'ai. D'ailleurs, la notion de voyage est une notion, qui peut être aussi assez polysémique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on met sous le terme voyage. Est-ce que le déplacement est un voyage? Voilà. Qu'est-ce que ça recouvre, le voyage? Le voyage allemand, 4 mois entre Cologne et Berlin, grâce à une bourse de l'OFAGE. Un projet, en fait une sorte de triptyque autour justement des mythologies. Pas au sens, dans le sens, à la Roland Barthes, quoi. Et donc après le voyage allemand, ça a été un projet au Burkina Faso, pendant plusieurs années, qui s'est intitulé Histoire en terre africaine, où j'avais été invité à Ouagadougou. Et puis ensuite, un énorme projet, grâce à la dotation Médicis à l'étranger, en Chine. Et là, ça a été une aventure complètement folle. On pourrait passer plusieurs heures à parler simplement de cette aventure-là. Donc un séjour itinérant en Chine de 4 mois, entre Beijing, Shanghai, Guangzhou, Chengdu, le Tibet, la Mongolie intérieure. Et là aussi je pourrais développer, mais qui a abouti à la fois avant de partir en Chine, j'étais allé voir François Ebel, qui était le directeur des rencontres, et je lui ai dit voilà, si tu veux que... À l'époque, on ne connaissait absolument pas la photographie chinoise. Rien. Et la responsable de la photographie au ministère de la Culture, Madame Gouvion-Saint-Cyr, l'année où j'allais partir en Chine, revient de Chine en disant il n'y a pas de photographie chinoise. Bon. J'ai compris pourquoi après. Mais sur le coup, ça m'a vraiment étonné parce que j'étais un petit peu cinéphile et outre le cinéma allemand, le cinéma italien, j'avais été vraiment étonné par le cinéma chinois des années 30. Et je me disais, c'est pas possible qu'un pays qui produit cette qualité-là, en général, les chefs opérateurs du cinéma et les photographes, c'est un lien. Bon, je parle même pas de Kubrick, qui est d'abord un photographe.
Et donc je me suis dit, c'est quand même incroyable, ça me paraît totalement impossible. Et donc je suis allé voir eBay et je lui ai dit, voilà, si vous me payez mes transferts entre Pékin, Shanghai, etc., je veux bien voir, en parallèle de l'objet de ma dotation, donc un projet personnel, dans l'esprit de ce que j'ai fait d'ailleurs en Allemagne et en Afrique, je veux bien essayer de rencontrer voir s'il y a une photographie chinoise. Et à l'époque, les choses ont changé depuis une vingtaine d'années, bien qu'il y ait d'autres limites aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était extrêmement difficile de rencontrer des professionnels. Il fallait passer par ce qu'on appelait les unités de travail. Et donc, grosso modo, dans le champ du cinéma, le champ de la photographie, le champ des arts plastiques, c'était l'équivalent des associations de photographes qui photographient les soleils couchants, les petits chats, les jolies filles, etc., etc. Et donc je comprenais pourquoi la représentante du ministère de la Culture n'avait pas rencontré de photographe, parce qu'effectivement, elle était passée par l'association des photographes chinois. Et puis je me suis dit, il y a ces gens-là qu'il faut de toute façon, pour des raisons officielles, rencontrer, mais allons voir du côté du champ des peintres, des arts plastiques, et du champ du cinéma, et peut-être là tu trouveras et puis de la presse aussi. Et effectivement, alors là sinon on va y passer la journée, mais si vous voulez, donc j'ai rencontré beaucoup de gens, et puis il y a eu cette expérience extraordinaire à Chengdu, dans le Sichuan. Donc après d'autres rendez-vous, d'autres anecdotes, d'autres choses passionnantes, le responsable de l'association des photographes chinois de la région, du Sichuan, est arrivé à l'hôtel avec 2 valises, une valise pleine de photos de l'association et une valise pleine de ses photos à lui. Parce que j'étais l'étranger, émissaire étranger qui venait. Bon. Et donc, on a mis ça par terre dans l'hôtel. Puis il y avait des rochers, de la pierraille, des rocs, etc. Et au milieu, une pépite. On va dire 2 pépites. Parce qu'en général, un auteur, c'est un regard qui se démultiplie, quoi. Et c'était le cheval bondissant de Chen Baocheng, qui a été une photographie ensuite, qui a eu un succès vraiment international énorme. Et donc j'ai demandé à, vous voyez, on est déjà sur la route là. J'ai demandé à mon interlocuteur si je pouvais rencontrer le photographe en question. Et il me dit ah ben non, c'est pas possible. Il vit à Dingbian. Dingbian, c'est en Mongolie intérieure. De toute façon, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion. Et en plus, c'est une zone qui est fermée aux étrangers. Donc c'était le niet. C'était niet. Bon. Et j'ai dit, mais est-ce que je peux prendre, c'était des petites épreuves, quoi. Est-ce que je peux prendre les 2 épreuves pour les ramener en France? Elle me dit, ah non, c'est pas possible. Et je prends mon Leica et je photographie, je fais une repro à main levée des 2 images. Et là encore, je fais très court, quelque chose qui est très long. En décembre, donc je rentre en France en novembre. En décembre, j'étais à Paris avec le directeur de Caméra Internationale et le nouveau directeur des rencontres. Et je sors les 2 photographies. Et c'est là-dessus que tout s'est construit. C'est-à-dire cette exposition énorme avec 400 photographies sur la Chine vue par les photographes chinois. Donc je suis retourné plusieurs fois en Chine. On a fait un film avec, à l'époque c'était Antenne 2. Donc ça a été une très très grosse expérience. Et là aussi je fais très court. Donc il y a eu cet événement en 88. En 89, je suis de nouveau retourné en Chine. On avait beaucoup de projets. Il y avait l'idée de faire un Arles à Pékin. Donc le projet était monté, etc. Et ensuite, badaboum, Tiananmen. Les événements de Tiananmen. Donc là, tout s'est arrêté. Et là, je suis encore très très court. Évidemment, j'avais lié des liens à la fois professionnels, mais aussi quelques liens vraiment très amicaux, d'amitié avec certains photographes chinois, dont un photographe, Gao Yuan. Et pour des raisons... Moi, à cette époque-là, j'étais en diffusion à l'agence Vue, l'agence du journal Libération. Et là aussi, je fais très très court. J'étais jeune encore, donc je découvrais ce qu'il y a derrière les logiques des choses, les soubassements.
financiers, de pouvoir, etc., etc. Pour moi, Libération, c'était un journal. Bon, et un jour, j'ai découvert que finalement, Libération, l'agence U, donc l'agence où j'étais diffusé, faisait partie du groupe Philippe Hachis, Paris Match, etc., etc. Et après Tiananmen, il y a un mec, j'étais pas au courant de ça, de Paris Match, qui est parti à Chengdu, rencontrer Gao Yuan. Parce que Gao Yuan était à Chengdu, qui est une très grande ville, était une star un peu. C'était le photographe de Chengdu. Et le jour, il faisait les photographies de jolies filles, les calendriers, la photographie de pub, etc. Et la nuit, il photographiait l'envers du décor, quoi. Donc c'était un travail superbe. Il avait photographié, d'ailleurs c'était assez étonnant, à cette époque-là, il y avait une sorte d'innocence, entre guillemets, des autorités chinoises par rapport aux images. Et il avait photographié parce qu'on ne le sait pas, mais il y a eu dans beaucoup de grandes villes en Chine des exécutions de manifestants. Et il avait photographié ces exécutions. Et donc le mec de Paris Match, fort du lien que j'avais, etc., s'était recommandé, machin, avait ramené des images. Paris Match les avait diffusées en septembre. C'était les seules photographies au monde qui ont été distribuées montrant des exécutions. Évidemment, les petits camarades à Pékin, très rapidement, sont remontés à la source. Et heureusement qu'à ce moment-là, Gao était je lui avais trouvé une résidence à Montpellier. Et depuis, il est toujours en France. Il n'a pas pu retourner en Chine. Bon, je vais faire la parenthèse parce que tout ça, c'est une immense histoire. On pourrait passer tout un week-end à parler de tout ça. Donc le troisième projet autour des mythologies, et là, je suis bien revenu de... S'il y avait un pays pour moi qui avait une forte valence mythologique, c'était une époque où il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de film, il n'y avait quasiment rien sur la Chine. Et pour des tas de raisons que je pourrais aussi expliquer, mais ce n'est pas le format de l'entretien. Moi, s'il y avait un pays où vraiment j'avais envie d'aller, plus que l'Afrique, plus que n'importe où, l'Amérique du Sud, etc., c'était la Chine. Donc là, j'ai découvert à la fois, comment dire, un pays extraordinaire, mais aussi un pays où on ne peut pas, comme disait un ami photographe américain qui me disait, tu verras, tu ne peux pas remonter le courant là-bas. Tu ne peux pas remonter le courant. La règle du jeu, c'est eux. Et sur le coup, je n'avais pas compris. Je n'avais pas compris ce qu'il voulait dire. Mais depuis, j'ai bien compris. Et moi-même, j'ai été interdit de Chine. J'avais monté un projet avec l'école du cirque à Chalon. Et bon, là, je fais très court. Un festival est organisé en Chine, un festival du cirque. Le directeur de l'école nationale du cirque de Chalon me dit « Carl, viens avec nous, etc. » J'obtiens des financements de l'AFA, etc. L'école dépose les passeports de tout le monde. Le seul visa qui a été refusé, c'était le mien. Voilà. Mais en même temps, bon, le temps passe. Et en 2012, j'ai été invité à Pékin. Ils rendaient hommage à l'exposition sur le photographe chinois, etc. On était accueillis. C'est la seule fois dans ma vie où j'ai signé des autographes. Je suis arrivé à La Réunion dans le cadre d'une très grosse commande publique entre mythologie et pratique, dont vous avez vu le bouquin, Trois quartiers. Donc une commande qui s'est étalée sur plus de 4 années. Donc c'était pas un sujet qu'on effleurait, c'était être vraiment impliqué avec un lieu, avec des gens. On était là, chacun était impliqué dans ce qu'on appelle des histoires, avec des agriculteurs, avec des éleveurs, avec des champions de boxe, etc. Mais que l'on voyait régulièrement pendant 4 années. Donc ce qui instaure un principe assez intéressant de ce que j'appellerais une co-réalisation. Pas une co-réalisation pour la forme, mais une co-réalisation vécue, d'expérience. Elle n'était pas définie comme ça en amont, mais ça s'est avéré que au bout d'un moment, ça devient une co-réalisation. La question du regard. Comment je regarde l'autre, comment l'autre regarde ce que je fais, comment l'autre regarde qui je suis.
Donc ça a été une expérience très forte qui était d'une certaine manière, comment dire, en tout cas pour moi, le prolongement de plusieurs projets, 3 gros projets dans les années 80. On a eu les moyens, à cette époque-là, je pense pas que c'est même certain aujourd'hui, ça serait plus possible. On a eu des moyens d'un organisme du ministère de l'Équipement qui s'appelait le Plan Urbain pour venir à La Réunion, voir avec les institutions locales, avec le terrain, si le projet qu'on proposait avait du sens. Donc on avait un financement pour 2 missions. On est revenu une 3e fois et ensuite le projet a été validé à la fois par les communes qu'on avait repérées et évidemment par les institutions, les collectivités, la DRAC, etc. Et ça a été le début d'une aventure jusqu'à la sortie du bouquin en 94, 95, un séminaire à la Maison de la Villette, un séminaire à l'École nationale de photographie, etc. Et puis la fin du groupe BKL, puisque à la fin du projet, on a dissous le groupe, qui s'était constitué avant le projet. C'était en amont. C'était l'idée à l'époque, on n'appelait pas. C'était pas du tout à la mode. Il n'y avait ni collectif, ni groupe, ni rien. Dans le champ où je travaillais, il y avait les agences. Mais les agences, c'était une certaine logique de travail, etc. Et là, l'idée, c'était de former donc un groupe qui permettait à la fois de travailler sur des projets individuels et sur des projets collectifs. Et donc, l'un des premiers projets, ça a été ce projet entre mythologie et pratique. Donc ça nous amène milieu 90. Je passe sur plein de choses. Surtout si, non, je passe pas sur une chose, c'est que je suis ressorti donc de ces 15 années de photographie. Donc un peu moins, parce que j'ai décidé, je me suis dit, waouh, si, j'ai eu une chance exceptionnelle quand j'étais étudiant à Aix. J'ai pu faire un stage à la Mecque de la photographie qui était les rencontres d'Arles. Incroyable. C'était incroyable. Et donc j'ai été pendant 2 ans l'assistant d'Alain Desvergnes, qui est décédé il y a 2 ans d'ailleurs. Et donc j'ai commencé, je dirais, pourquoi il m'avait pris, parce que bon, j'avais vécu aux États-Unis quand j'étais adolescent, donc je parlais anglais. Je pratiquais pas mal la photographie, l'audiovisuel. C'était un cursus à l'université qui était tourné vers l'organisationnel, donc j'étais profilé pour ça. Et puis de côtoyer le Gotha de la photographie, pas seulement, aussi des grandes figures dans le champ des arts plastiques, David Hockner, Rauschenberg, dans le champ du cinéma, etc. Et puis de la photographie, évidemment. Bon, j'ai beaucoup appris. Et puis, je me suis pris... Alors que je ne pensais vraiment pas que c'était un métier auquel je pourrais accéder. Je me suis dit, voilà, bon, allez, tu as 25 ans, allez, tu essaies, tu donnes jusqu'à 30 ans, après tu auras le temps de faire autre chose. Et donc je me suis vraiment lancé dans le métier en 83. Donc impliqué dans la photo, sous des tas de formes différentes, parce que responsable des stages à Arles, photographe indépendant, diffusion à l'agence Vue, en groupe, je pense que j'avais fait à peu près toutes les manières de vivre ce métier, quoi. Mais en sortant du projet entre mythologie et pratique, j'étais épuisé à la fois physiquement et financièrement. J'ai plus de 20 tensions. Et puis j'en avais marre. Et je me suis dit, bon, allez, tu vas faire autre chose. Puis mon fils est né, je me suis dit, je lève le pied sur la photographie. Et puis, j'avais animé des workshops, etc. Je vais un peu enseigner, faire des films. Voilà. Et en fait, je ne m'étais pas rendu compte qu'un excellent ami socio-philo, Jean-Paul Curnier, me disait, mais tu avais besoin d'un carême. Et il avait raison, c'était pas le médium qui me sortait par les yeux.
c'était le champ dans lequel on travaillait, quoi. Avec l'histoire de la, comment dire, de l'agence Vue qui m'avait... Je suis revenu tout doucement à la photographie, vers... c'est venu comment cette affaire-là? Si pendant le projet Entre mythologie et pratique, on avait créé... l'idée c'était de faire des retours. Dans le projet il y avait plusieurs modules, il y avait 4 modules, il y avait un module évidemment de travail d'auteur, totalement libre. Donc pas un travail d'illustration, chacun faisait à sa manière. Et on avait tous les 3 des styles très différents, ce qui était assez intéressant. Et puis donc un module travail d'auteur, un module ce qu'on appelait action-retour. Il ne s'agissait pas simplement de faire des photographies des gens et des lieux, mais c'était restituer ces images sous des tas de formes. Je pense qu'à l'époque, on a pratiqué toutes les formes possibles, qui aujourd'hui sont devenues un peu des classiques, mais à l'époque, pourtant j'avais déjà une petite carrière, mais quand je suis parti sur ce projet, tous les collègues m'ont dit « mais c'est quoi ce truc d'animation socioculturelle que tu fais à La Réunion ?» Ce qui est aujourd'hui quelque chose, comment dire, qui est respecté, ce type d'approche. À l'époque, c'était qu'est-ce que tu vas faire, Kugel, dans le socio-culturel. Donc la prise de vue, les actions retour, un module de formation avec 8 jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui pour certains ont fait carrière après, et un module d'évaluation pour mesurer à la fois l'impact et le sens de ce qu'on faisait, avec un philo, un socio, voilà, bon, ça aussi, je pourrais aussi développer, mais pour revenir à une des actions retour, c'était de proposer ce qu'on a appelé des cabars visuels. Écran cinéma, écran géant, et puis projection d'images et intervention live, intervention en direct. Et là encore, c'était pas du tout quelque chose qui était courant à l'époque. Aujourd'hui, l'image a tout contaminé. Et, il faut des images partout. Des images partout, on est dans un fleuve de... Mais à l'époque, c'était quelque chose d'assez nouveau, donc c'était intéressant de creuser cet axe-là. Et puis c'est en lien avec tout ce qui vient après. Et on s'était dit, mais avec qui peut-on travailler dans le domaine du spectacle vivant? En décembre 89, quand je suis arrivé à La Réunion, il y avait la fête de témoignage au port. Témoignage, c'était le journal du Parti communiste réunionnais. Il y avait un festival, et puis bon, je vais à cette petite fête de l'humanité locale, et puis j'entends waouh, une voix extraordinaire. Alors je comprenais difficilement ce qu'il disait, mais c'est pas très grave quand vous entendez quelqu'un qui porte et qui c'est Daniel Waro. Et donc quand est née l'histoire du Kabar photo, ça paraissait évident que c'était avec lui qu'on devrait travailler. Et tous les camarades m'ont dit ah, Daniel il travaillera jamais avec un Zoreille, etc. Et j'avais quand même pas mal d'expérience de la relation à l'autre à l'étranger. J'avais travaillé quand j'étais au Burkina avec la troupe de danseurs Farafina, etc., etc. Et puis bon, comment dire, à un moment donné, comment dire, c'est pas une question de couleur de peau, je ne sais quoi, ça se passe à un autre endroit. Et donc j'avais aucun doute concernant Et donc je suis allé voir Daniel avec une boîte, avec des photos. Et à Fleurimont, quand il vivait à Fleurimont. Et il a sorti les images, il a regardé. Et puis à un moment donné, il a juste dit, quand c'est qu'on commence? Quand c'est qu'on commence?
Donc là, on est vraiment, on est vraiment dans les choses que j'aime, c'est-à-dire les choses qui se nourrissent non pas de dispositifs préconçus ou d'idées figées ou de formats préfabriqués, mais des choses qui se constituent dans le déséquilibre. Et moi, j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée du provisoire, quoi, les hypothèses provisoires. J'aime beaucoup ça. Oui, je reviens à l'histoire du cabar photo avec Daniel. Donc on le renouvelle plusieurs fois, notamment à la halle des manifestations du port. Et à ce moment-là, je vois quelque chose. Avant le spectacle, il y a une démonstration de quelque chose que je n'avais jamais vu, en tout cas à La Réunion. Ça faisait 1 an que j'étais là. Une démonstration de meringue. Et c'était l'époque, donc comme pour le maloya, le meringue, et comme pour d'autres pratiques populaires, comme le jaco, les pratiques populaires, avaient été un peu balayées, avaient été lavées, entre guillemets, par la modernité. La modernité a une capacité à laver. Ça, c'est un terme qu'un danseur mozambicain avait utilisé, que j'aime bien. Laver les choses, c'est-à-dire les diluer. Bon, je reprends un peu le goût pour la photo, et puis je me dis, bon, qu'est-ce qui pourrait avoir du sens, sur quoi tu pourrais travailler ici? Et je me rends compte que absolument rien n'avait été fait sur les danses de combat, en tout cas sur le meringue déjà. Rien. Il y avait un petit fascicule qui avait été édité par Sudel Fuma et par Jean-René Drenaza, qui lui a fait quelque chose de très très important, qui est la recodification du meringue. Ça aussi, ça pourrait faire l'objet d'une heure de discussion, avec les mêmes difficultés qu'ont eu et qu'ont un petit peu moins aujourd'hui des personnes comme Axel Govac avec la codification, la transcription du créole, donc, tous ces problèmes de quelle est la bonne transcription, tout ce que ça implique en termes d'identité, en termes politiques, etc. Donc je me dis, waouh, là ça c'est un super projet. Là il y a un truc à faire, quoi. Et donc je commence à rencontrer quelques meringueurs, je prends attache avec Drenaza, voilà, et puis je me rends compte que c'était un vrai sujet, un beau sujet, quelque chose qui avait vraiment de l'épaisseur, quoi. C'était pas du folklore. C'était pas du folklore. C'était une culture vivante. Et puis je me documente, quoi. J'essaie de me documenter, mais en fait, il n'y avait absolument rien sur le meringue, hein. Et puis, donc tout naturellement, compte tenu de l'histoire de la Réunion, je me tourne évidemment vers le premier cercle, le deuxième cercle, donc les pays francophones, Madagascar, Maurice, etc., et puis l'Afrique de l'Est, donc effectivement je repère le fait qu'il y a du moringui à Madagascar, qu'il y a du merengue aux Comores, un peu comme la mythologie de la capoeira, parce qu'à l'époque il y avait la mythologie du meringue comme la mythologie de la capoeira. On se construit quand il n'y a pas d'histoire, qu'est-ce qu'on met à la place? De l'imaginaire et de la mythologie. Donc la mythologie, c'était le meringue comme la capoeira, qui était venu d'Afrique, qui était le mode de combat des esclaves, etc., etc., etc. Et je me dis, il faut absolument que tu ailles voir ce meringue au Mozambique, quoi. Et donc je pars au Mozambique, je pars à Maputo pour faire d'abord un travail de recherche évidemment documentaire aux archives nationales, à l'ARPAC. Évidemment je trouve rien. Mais à l'ARPAC, coup de chance, il y avait une ONG danoise qui avait fait survey, avait fait un travail de captation sur les danses au Mozambique. Je ne sais pas si vous voyez le Mozambique, 3000 km du sud au nord, quoi.
avec, il y a autant de différences entre un Portugais et un Hollandais qu'entre quelqu'un du Sud, Shangaan, et un Makondé. Ils ne parlent pas la même langue, patriarcale au Sud, patriarcale au Nord, etc. C'est l'échelle de l'Europe, quoi. Et donc, il y avait autant de danses différentes. On ne danse pas les mêmes danses en Hollande qu'en Espagne. Alors, je fais souvent ce genre de comparaison pour qu'on comprenne. Parce que de loin, ça a à voir avec les certitudes et incertitudes et le pathétique des voyageurs, ça. Mais donc, je me retrouve donc à l'ARPAC, et puis donc il y avait des piles de cassettes VHS qui étaient là, qui étaient donc les danses qui avaient été filmées par cette ONG danoise. Et donc je regarde, et à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui me semblait avoir un lien, soit en termes de sens, soit en termes de forme, avec le moringue, je mettais la cassette de côté. Il n'y avait pas de danse, il n'y avait pas de rencontre comme le moringue. Mais certaines danses étaient pratiquées face à face, d'autres en cercle. Dans d'autres, il y avait des acrobaties, salto. Dans d'autres, il y avait de la provocation, etc., etc., etc. En fait, donc, je retrouvais un peu certains morceaux de grammaire et de vocabulaire dans le moringue. Et puis, à la fin, donc, donc, il y avait évidemment les noms des danses, etc., etc. Et puis, je ne sais plus comment ça s'est fait, mais avec de la documentation, avec le responsable de l'ARPAC. En fait, toutes les danses que j'avais un peu repérées venaient du nord du pays Makwa et du pays Makondé. Et donc là, je vais faire très court, parce que là, c'est un peu comme la Chine. C'est une histoire très très longue, qui d'ailleurs n'est pas terminée aujourd'hui. Je continue à travailler sur les danses de combat aujourd'hui. Donc, je me suis dit, waouh, là, il y a quelque chose vraiment à creuser. Il faut que tu ailles en pays Makwa et Makondé, dans le nord du pays, à 2 heures d'avion. Et donc, la fois d'après, je suis allé dans le nord. Et hasard extraordinaire, à Nampula, qui est la 3e ville du pays, qui est la capitale de cette région, se trouve encore le Musée national d'ethnologie du Mozambique. Et l'idée de faire un projet sur les danses de combat en lien entre l'océan Indien et l'Afrique de l'Est est née à ce moment-là. Alors que bon, j'avais quelques écoutes à La Réunion, mais ce n'était pas le grand emballement, je dois dire. Les choses ont beaucoup changé en 25 ans, même s'il y a encore beaucoup à faire. Mais le fait que le Musée national d'ethnologie ait été intéressé, ça a permis d'engager un très gros projet qui a donné lieu à une exposition itinérante qui a été inaugurée d'abord au Musée national d'ethnologie du Mozambique. Donc ça, c'était pas mal en termes de validation, quoi, pour la suite, qui s'est intitulé « Récit des corps ». Et évidemment, le moringue n'existe pas en Afrique de l'Est, comme la capoeira n'existe pas en Angola. Il y a quelques liens, évidemment. Eh bien oui, bien sûr, les hommes et les femmes qui, dans le nord du pays, les Makwa qui ont été traités via l'île du Mozambique, qui était le comptoir principal de la traite vers l'océan Indien, qui était à l'époque la capitale du pays, l'île du Mozambique où se trouve le jardin de la mémoire. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont emmené avec eux? Des rituels, des chants, des danses. Et donc toutes ces formes-là, et ça c'est une hypothèse que j'ai développée depuis un moment, et beaucoup de personnes qui s'intéressent vraiment aux danses de combat sont d'accord avec ça, ces pratiques qui viennent de l'Afrique de l'Est se sont créolisées avec la boxe française, avec la boxe qui était pratiquée en Europe, voilà. Et ça a produit, aux Comores, à Madagascar et à La Réunion, ce qu'on appelle le moringue, le moringué et le moringué, et certainement d'ailleurs, a influencé aussi la capoeira. Parce que la traite en provenance de l'Afrique de l'Ouest concerne très peu l'océan Indien, très peu. Alors que la traite
en provenance de l'Afrique de l'Est, concerne énormément l'océan Indien, le golfe Persique, l'Amérique du Sud, le Brésil, mais pas que, les Antilles, les États-Unis, etc., etc. Le passage entre, comment dire, ce que j'appelle pour moi les années déclic, donc les années 80, les années avec la photographie, c'est-à-dire faire quelque chose avec la photographie, comme dans le cas du projet Entre mythologie et pratique, et ce que je fais aujourd'hui, qui est, comment dire, ce travail, cette tentative de jeter des ponts entre création visuelle, les images et les pratiques vivantes, en aller-retour, ça naît vraiment à ce moment-là. Et ça naît à l'occasion d'un moment très 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 particulier, en tout cas en termes de conceptualisation, en termes de, comment dire, je me rends compte que je touche à quelque chose d'extraordinaire. Quand une partie de l'exposition est présentée à Saint-Benoît, où je travaille à cette époque-là avec le dernier Jaco Promesse, personnage mystique de la culture populaire, le dernier Jaco qui a reçu une transmission. Et donc les Jacos étaient aussi, dans les années 50-60, des grands moringueurs, et vice-versa. Certains moringueurs étaient des Jacos. Et à ce moment-là, donc, je travaille avec ce dernier Jaco, ce monsieur, et est montée une partie de l'exposition sur les danses de combat. Et dans l'exposition, donc Récit des corps, je mets en parallèle une photographie de deux Jacos, Jaco mâle, Jaco femelle, c'est comme ça qu'ils s'appelaient, ils se nommaient eux-mêmes, et avec une image du Vanalombo, que j'ai entre guillemets, je ne l'ai pas découvert puisque c'est une pratique, mais qui est un personnage en fait qui joue grosso modo le même rôle que le Jaco à La Réunion et qui officie pour des rituels en pays Makonde, avec des acrobaties, avec le corps peint comme le Jaco, etc. Donc dans l'expo il y avait ça, c'est-à-dire comment dire, une démonstration non pas comment dire, de type académique, universitaire, mais une connaissance qui venait, quelque chose qui était plus de l'ordre de l'anthropologie visuelle. Et j'invite pour l'ouverture de l'exposition, donc j'ai beaucoup travaillé, donc, en général quand je présente quelque chose, disons, pour moi mon métier est plus proche du cinéma et de la littérature que des arts plastiques. Même si ça a des liens, mais je me sens plus proche de cette famille-là. Donc il y a une dimension narrative dans ce que je fais. Et donc dans ce parcours, pour l'ouverture, avec quelqu'un que vous connaissez peut-être qui s'appelle Christian Jalma, Pink Floyd, qui est à mon sens un des artistes les plus intéressants de La Réunion, complètement atypique, avec qui j'ai fait beaucoup de choses, j'ai eu la chance de faire beaucoup de choses. Et j'avais donc invité Christian Pink Floyd, pour l'ouverture, pour parler, pour déclamer, pour faire ce qu'on appelle aujourd'hui communément une performance. Et donc, il se retrouve devant le Jaco, et là il intervient. Je parle de l'image du Jaco. Et il y avait le Jaco, le vrai Jaco, qui était là, avec sa compagne. Et le Jaco, c'est un gars la cour, quoi, qui vivait dans une case à terre, un bois sous tôle. Il n'avait jamais mis un. Il était rentré dans une église, mais il n'était jamais rentré dans un lieu d'art. C'est un truc, il était totalement étranger. Il vivait d'ailleurs vraiment dans un grand dénuement, mais il avait ce prestige d'être le Jaco du quartier de Bras-Fusil. Comme par hasard, quartier de Bras-Fusil qui se trouve
juste à côté de l'ancien camp des Mozambicains, près de l'usine à canne à sucre. Tout est lié, tout est lié, tout est lié, tout est lié. Même comme, disons, c'est souterrain, mais c'est lié. Un peu comme les rhizomes, là, qui se... Et donc, il est là. Et puis, je le vois, j'ai une photo d'ailleurs, je le vois comme ça, en train d'écouter, inspiré. Et Jaco était inspiré. Et je me rends compte que pour lui, ce qui se passait là, ça n'avait rien à voir avec le chant artistique. C'est autre chose qui se jouait à ce moment-là pour lui. Et là, boum, là ça a fait pour moi un truc extraordinaire. Je me suis dit, Karl, ça, tu dois creuser ce chemin-là. Parce que ça, c'est vrai, ça. C'est vrai. Ce que tu peux faire avec les images, avec les signes, avec les mots, hein, création visuelle, et les pratiques vivantes, là, tu as quelque chose à tisser, à construire. Voilà. J'aborde, je dirais, entre guillemets, la dernière partie de ce que je fais depuis 20 ans maintenant, qui est ce travail avec persévérance, patience, sur et la production de ces projets qui sont dans cet esprit-là. Avec par exemple, le premier projet, c'est Camp Calixte, sur le boulevard Sud, autour des danseurs de combat. Un travail d'ailleurs avec Christian Jalma, où on recueille les paroles des anciens, on fait une construction dans le lavoir, etc., avec une cérémonie. Pour chaque événement, je fais ce que j'appelle une cérémonie laïque. Cérémonie laïque, ça veut dire quoi? C'est-à-dire chacun met ce qu'il veut dedans. Chacun met ce qu'il veut. Du spirituel ou pas. Il y a aussi du spirituel dans l'art, hein, vous savez, comme dit Kandinsky. Donc, Camp Calixte, qui a un vraiment beau succès. À cette époque-là, au musée Léon Diax, il y avait une conservatrice, Laurence Le Sieux, qui était très très ouverte, etc. Et je monte un projet qui s'appelle « Et les engins vont retourner la Terre », un peu comme l'idée de Walter Benjamin autour de la mémoire, quoi. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte sur la mémoire de Walter Benjamin. Et donc le projet, je ne sais pas si aujourd'hui j'aurai l'énergie c'est d'arrêter le chantier du boulevard Sud. Parce que le chantier du boulevard Sud, vous voyez le boulevard Sud, en fait, pour des raisons évidentes, hein, la partie haute de la ville accueillait tous les anciens camps camps des Noirs. Camp Ouzou, Camp Calixte, etc. Et en fait, c'est le foncier qui était le plus fragile, évidemment, qui a le moins de valeur, hein, entre la ville blanche et autour d'ailleurs du ruisseau des Noirs, communément appelé la ravine caca. Ravine caca. Et donc, je me dis, waouh! Donc là, c'était le bouleversement. Donc les engins ils faisaient quoi les engins? Ils retournaient la terre, quoi. Il y avait des trous partout, etc. Et évidemment, on s'est dit, on va retrouver des traces, des camps. Alors, évidemment, les camps, ils n'étaient pas construits en pierre de lave, hein. Les églises qui ont été construites au XIXe siècle en pierre de lave, elles sont encore là. D'ailleurs, nos amis architectes devraient un petit peu y penser. Quand tu vois les merdes en béton qui vivent 20 ans et 25 ans et qu'il faut raser. Mais donc alors projet et les engins vont retourner la Terre, c'est arrêter le chantier pendant 3 jours. D'accord? Alors t'imagines en amont la négociation que ça implique, mais, et c'est là que c'est important d'avoir des personnes comme Laurence Le Sieux, au musée Léon Diax, fort du projet, fort de Laurence Le Sieux, fort aussi d'interlocuteurs qui entendent l'intérêt du projet. Tout ça, c'est, comment dire, je dis souvent, le sens de ce qu'on fait, il est aussi dans la production du projet. Le sens de ce qu'on réalise, il est aussi dans la production. Et donc, fort de tout ça, on arrive à avoir l'autorisation. Et moi, je fais un travail, si tu veux, je vais photographier les béances, les trous, etc., etc., etc. Et je pose une construction
boum, sur le boulevard Sud, avec des visuels qui font, alors de mémoire, il y en a un qui fait 3 mètres par 12 sur le fond, et puis des éléments au sol, voilà, et tout ça dans une structure qui est enfermée dans du plastique, un peu comme un champ de fouilles, tu vois. Donc ça devient quelque chose d'un peu mystérieux. Et donc, jour J, le samedi matin, donc là c'était en place, on a mis tout ça en place le vendredi. Ça a été pareil avec une équipe, un très gros chantier, mais bon, bien préparé en amont. Hein. Et samedi matin, cérémonie laïque. Et là, cérémonie laïque avec, comment dire, avec les camarades, avec Nathalie Natiembe, avec Pink Floyd, avec Axel Govin, avec Daniel Waro, avec Frankie Lorette, etc., 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 avec plein de gens. On marche sur le boulevard Sud et puis on aboutit sur cette construction qui est fermée, tu vois. Les camarades prennent un cutter, commencent à ouvrir tout ça, tu vois, tac, et on rentre dans le lieu. Un peu en termes de volume, c'est un peu comme ici, vous voyez. Et donc là, c'était vraiment très fort, quoi, de découvrir comme ça ces images qui étaient à la fois une fiction. Bien sûr, c'était une fiction, mais c'était une trace aussi. C'est ça la force de tout ça, la force des images. Ce sont à la fois des traces et en même temps, c'est une fiction. Et donc là, chacun intervient. Drenaza, responsable du Morin, Gauvin, Daniel, etc., etc. On intervient. Moment inoubliable. Et c'était l'époque, moi j'avais pas du tout la conscience, pourtant je suis un homme d'image, hein, mais quelquefois j'avais pas du tout la conscience. Alors il y a des petites choses qui ont été photographiées et filmées, mais on aurait pu faire un film là-dessus extraordinaire. Mais on n'était pas pris à cette époque, aujourd'hui on est pris dans des logiques de communication qui, comme je disais tout à l'heure, c'est plus important la trace que ce qui est fait. Et donc il y a pas mal de traces, mais à mon sens pas assez, quoi. Mais on a pas mal de choses. Camp Calixte et les engins vont retourner à la Terre, deuxième très gros projet. Ensuite, le projet, alors là, ça monte en puissance, on va dire, c'est Service Makwale. Donc là, en lien avec évidemment les danses de combat, mais pas seulement, qui est comment dire, alors le Service Makwale, et ça c'est Daniel Waro qui me l'avait appris. Service Makwale, à La Réunion, on a plusieurs types de services. Celui qui est le plus connu, c'est le service malgache. Mais il y a un service qui est un service africain, qui est différent, mais ils ont des points communs, qui s'appelle le service Makwale. Service Makwale, peuple, de l'autre côté du canal Mozambique, peuple Makwa. Service Makwale, voilà. Et donc l'idée en m'appuyant sur les expériences que j'ai eues auparavant, sur les cabars visuels, etc., c'est de faire une très grosse proposition de spectacle vivant, avec des artistes réunionnais et avec des artistes que tout doucement j'avais rencontrés au fil des années, de la Compagnie nationale de danse du Mozambique, et puis des danseurs traditionnels mozambicains. Et de faire quelque chose qui est à la frontière du spectacle, mais qui n'est pas un spectacle, qui est réellement une cérémonie. Ça a eu vraiment un très très gros succès, et je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, les gens qui me connaissent, et tout le monde se souvient de Service Makwale. Et c'est pas un spectacle parce que souvent on m'a dit il faudrait le refaire, pourquoi vous le refaites pas, etc. On l'a refait, mais l'idée c'était de le faire une fois par an parce que c'est pas un spectacle, c'est un peu comme c'est une cérémonie. Une cérémonie, tu la fais pas, tu vois, le jeudi soir, tu la refais pas le vendredi soir, ça n'a plus de sens. C'est quelque chose où chacun, il faut qu'il y ait une vraie émotion. Donc écran de 100 mètres carrés, ça dure 2h30 à peu près parce que ça pas un format de spectacle. Tu rentres dans la dernière fois qu'on l'a donné à La Réunion, c'était au petit stade de l'Est, 1500 personnes. Et donc, dès que tu rentres dans l'environnement du petit stade de l'Est, tu as la vraie préparation
de ceux qui vont intervenir. On commence à chauffer les pots des tambours, etc. On rentre presque dans un village, quoi. Et puis quand ceux qui vont participer au Seis Makwale, les spectateurs, entre guillemets, rentrent, ça a déjà, entre guillemets, commencé. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et un des moments clés, il y en a plusieurs, mais un des moments clés, c'est il y a une séquence où on voit sur l'écran la mise en peinture du dernier Jaco Promesse. La mise en peinture. Le 31 décembre au soir, dans la nuit. Il y a une grande figure, ça vous dit quelque chose, Gramonele, qui est un des très grands du Maloya réunionnais. Et donc, au milieu de la nuit, Gramonele, qui est déjà très âgé, vient mettre en peinture. Et on est dans une cour où il n'y a personne, il n'y a que les tambouriers, CAF, etc. Ce n'est pas un truc pour le public. Il se déplace le 31 décembre 1999 pour mettre en peinture le dernier Jaco. Un truc complètement fou. Et donc sur l'écran, on voit ça. Percussion, évidemment. Le dernier plan du film, c'est un film assez court, hein, comme séquence. On les voit sortir à l'aube pour faire le rituel pendant 48 heures sur les routes, sur les chemins du quartier de Barafusi. Et donc avec la percu. Et fondu au noir. Et on continue à entendre des percus. Tiens, à côté de la scène, il y a 2 percus qui sont là. Deux hommes rentrent dans le rond. Et tout le monde, tous les gens présents, se disent « Waouh, les Jacos !» Ce ne sont pas les Jacos, ce sont les Vanalombo du Mozambique. Tu vois le truc? Tu vois le truc? Ça, c'est vraiment très très fort, quoi. C'est pas de l'académique, mais là, tu es scotché, quoi. Tu sais qu'il y a quelque chose de vrai qui se joue. Donc ça a été une expérience vraiment superbe, et une expérience aussi artistique, créative, professionnelle, institutionnelle, humaine, vraiment à tous les étages, extrêmement dense, difficile aussi, mais on va dire, c'est le prix à payer pour certains projets. Quand on l'avait présenté sur l'île du Mozambique, dans l'ancienne on l'a présenté à Maputo, mais aussi donc sur l'île du Mozambique, dans l'ancienne forteresse portugaise, avec toute cette troupe, les camarades réunionnais, les camarades mozambicains, était présent Sudel Fuma. Sudel Fuma qui est décédé malheureusement il y a quelques années. Il s'est tué en mer. Et Sudel Fuma était présent avec des gens de la région, etc. Je passe sur le côté institutionnel de l'affaire, qui s'était joint à l'aventure, on va dire. Mais bon. Et Sudel donc avait vu ce qu'on faisait, et puis aussi l'implication vivante qu'on avait sur l'île autour de la présentation de Seis Makwale. Quelques mois après, je reçois un coup de fil de Fuma que je connaissais pour l'avoir croisé ici et là, mais qui n'était pas du tout un ami. Il me dit voilà, j'ai vu ce que vous avez fait, voilà, je m'occupe de la chaire UNESCO à La Réunion, et on a lancé un projet qui est sur la route des esclaves, et l'idée c'est de poser des stèles dans les différents pays du peuplement de La Réunion. Donc à cette époque-là, je crois qu'ils avaient posé une stèle, alors déjà une à La Réunion, une à Madagascar, une à Mayotte. Et moi à cette époque-là, je travaillais déjà pas mal avec le Mozambique. Et il me dit est-ce que vous voulez voir avec les institutions mozambicaines avec qui vous êtes en relation, si le projet pourrait les intéresser. Donc là, je vais faire très court aussi. Effectivement, et aussi les choses se jouent aussi grâce à
un peu comme l'histoire de Retourner la Terre avec Laurence Le Sieux du musée Léonderre. Quand il y a la bonne personne, il y a la bonne personne. Quand il n'y a pas la bonne personne, tu peux avoir des super projets. Et là, il y avait le directeur de la culture, Arthur Domingos, au ministère de la Culture, qui était le monsieur Culture, quoi. Et qui avait fait socio en France, donc qui était aussi francophone, qui était socio de formation. Et tout de suite intéressé par l'idée. Il me dit, bien oui, faites-nous une proposition, etc. Et puis, bon, moi j'avais fait quand même pas mal de... Je ne suis pas architecte, hein, mais j'avais fait pas mal de scénos. Donc, j'ai un peu le sens du visuel, la prévisualisation, etc. Et on fait, comment dire... on suit l'hypothèse, la première hypothèse que j'avais imaginée, qui se situait dans l'endroit où on m'avait dit qu'on faisait débarquer les esclaves pour les vendre. Du Mozambique se trouve à 3 km du continent, donc ils étaient stockés sur le continent. Ensuite, on les amenait avec des boutres sur l'île, et là, le business se faisait, et ensuite, on les emmenait sur les navires négriers vers... Et donc je proposais cet endroit-là où se trouvait le marché aux poissons, etc. Puis bon, ça n'avait pas pu se faire, justement pour des raisons de sensibilité. Et puis, à la limite de la ville, donc l'île du Mozambique est un lieu, alors là je vous conseille vraiment, si vous avez un voyage à faire unique, c'est d'y aller, parce que c'est vraiment extraordinaire. C'est une toute petite île qui fait 2 km de long sur 500 mètres de large, avec une partie donc la ville coloniale portugaise. Alors une île qui a été occupée d'abord par les navigateurs arabes et aussi d'ailleurs des visiteurs chinois. On retrouve des morceaux de porcelaine chinoise. C'est complètement incroyable comme endroit. Et ensuite, évidemment, à partir du XVIe siècle, par les Portugais, ils ont construit une forteresse. Et donc il y a une ville, une partie qui est construite, tu as l'impression d'être en Méditerranée. Avec une architecture extraordinaire. Superbe. Et puis l'autre partie de l'île qui était pas occupée, qui a été occupée après la Révolution dans les années 70, qui est la partie, on l'appelle le quartier Sumakuti, c'est-à-dire des habitations en matériaux légers. Et donc il y a un endroit là, un peu à la limite des deux villes, on va dire, des deux villages. D'un côté, ce village qui ressemble à une ville, avec une architecture urbaine, quoi, mais c'est le format d'un village. Et puis de l'autre côté, donc, et il y a donc cette plage, cet endroit, et puis donc je transpose ce que j'avais imaginé près de la mosquée sur la plage, et puis qui était un chemin vers la mer, avec des bustes. Pas d'une très grande créativité, mais je pense que c'était pas mal parce que c'est la plage qui accueillait les marchandises qui viennent du continent, qui a dû aussi accueillir évidemment les esclaves. Et juste à côté de la plage, un magasin. « 1000 mètres carrés, un magasin, avec un mur d'enceinte en pierre et abandonné. La dernière fonction, c'était une fonction de garage, avec un sol pollué. C'était une ruine totale. Et Domingos me dit, mais pourquoi on ne ferait pas quelque chose là? Et je dis, oui, mais bon, passer de ce projet-là à ce projet-là, en termes financiers et en termes de faisabilité, c'est pas la même chose. Mais bon, je fais très très court. La décision est prise de travailler dans cet espace en 2000, donc en août-septembre 2006. Je passe sur des dizaines d'épisodes. Et on rentre dans la ruine en février 2007, une ruine. Et il faut d'abord tout nettoyer. Et on commence à planter en juin. Donc
Après, je pourrais vous parler de la typologie du jardin. Je suis en train de préparer un bouquin là-dessus. Pas que sur le jardin, mais ça parle beaucoup du jardin. Finalement, autour de toutes ces expériences-là que je suis en train d'évoquer. Et donc, en août 2007, le jardin de la mémoire est inauguré. Donc ça aussi, c'est un très gros projet qui se nourrit exactement, je dis souvent, cet espace est une sorte d'image, elle n'est pas en 2 dimensions, elle est en 3 dimensions, mais c'est aussi une image. En termes de connotation, en termes de travail sur le plan créatif, c'est pas très loin c'est une sorte de caméra obscura inversée, quoi. C'est une sorte de caméra obscura inversée. Et donc le jardin, je continue à travailler aujourd'hui dessus, parce qu'un jardin, à la différence justement d'une stèle ou d'un monument, je dis souvent, une stèle, un monument, on l'inaugure, les petits fours, les discours, etc. Et puis, dans le meilleur des cas, quelquefois ils sont saccagés, mais la plupart du temps, ils sont oubliés, et le lendemain, les chiens viennent pisser dessus. À la fois, le jardin, il est symptôme de l'espace dans lequel il a été créé, où il vit ou pas. Parce que sur l'île du Mozambique, jusque dans les années 60, il y avait de superbes jardins. C'était un lieu de tourisme. On est dans une époque de la colonisation portugaise, quoi. C'est le luxe, les voitures, etc. Quand tu regardes les photographies de l'époque, c'est complètement dingue. Évidemment, des jardins partout. La Révolution arrive, les monuments sont rasés, les jardins sont abandonnés, etc. etc. Et donc le jardin, il est symptôme de l'espace social dans lequel il vit. Et c'est d'ailleurs vrai parce que, par exemple, les jardins, et c'est marrant parce que, là, on pourrait faire une thèse là-dessus, comment l'idéologie aussi ne porte pas un lieu dans l'espace public, et en l'occurrence un jardin. Les jardins qui avaient été saccagés au moment de la Révolution, tout doucement, parce que comme partout dans le monde, les luttes idéologiques se sont arrêtées dans les années 90, tout doucement. C'est fini tout ça. Il y a d'autres luttes, mais les luttes telles qu'elles existaient quand le Mozambique, dans les années 80, cherchait, comme au Burkina Faso, une voie singulière vers un socialisme non aligné, etc., etc. Tout ça, ça a été balayé dans les années 90. Et donc, tout doucement, dans les années 2000, les jardins qui avaient été abandonnés, eh bien, ça y est, maintenant, ils sont de nouveau entretenus par les municipalités, parce qu'on n'est plus du tout dans le même contexte idéologique. Et pour revenir au jardin de la mémoire, comme tous les jardins, il faut l'entretenir. Et le jardin, il est aussi, il vit aussi au rythme, il y a l'entretien, mais aussi au rythme des saisons. Et donc sur l'île du Mozambique, c'est pluie diluvienne, sécheresse, pluie diluvienne, problème d'approvisionnement d'eau, et là, dernièrement, cyclone. Et le cabinet de conservation de l'île, qui a la responsabilité du lieu, qui a de tout petits moyens, m'avait demandé d'interférer, en tout cas de voir du côté de la collectivité si la collectivité pouvait aider pour rénover le jardin. Les murs d'enceinte étaient complètement abîmés, les revêtements, etc., plus l'atmosphère salie. Et donc on avait fait une première rénovation en 2016, et puis là j'étais en avril pour l'évaluation de ce qu'il faut rénover. Et donc ça y est, on est dans une période de rénovation. Et il y a eu pas mal de projets vivants autour du lieu, où là se joue évidemment un des objets de ce que vous vouliez aborder, qui est la question des liens, quoi. Comment ça vit, ces liens entre la Réunion et... Voilà. Donc, ça se vit pas... alors là, je vais être un peu tout de suite rentrer dans le vif du sujet, mais ça ne se joue pas sur des écrans, ça. Ça se joue pas sur des écrans. Ça se joue pas sur des blogs, ça se joue pas sur... Ça se joue dans le... Si ça vit dans le temps, et si c'est vrai,
ça se vit dans le frottement de l'expérience. Il n'y a que ça qui est vrai. Le reste, on parle d'autre chose. Et je ne dis pas que comment dire, il y a des choses qui n'ont pas de sens. Mais je dis que les choses vraies, elles se vivent vraiment dans l'expérience. Et il y a d'autres projets, mais les projets qui me tiennent à cœur, c'est par exemple, toujours dans cet esprit d'être en lien avec des pratiques vivantes, c'est la création d'espaces, soit temporaires, soit des espaces qui sont destinés à vivre dans le temps, qui sont les ronds. Là, j'en ai créé un il y a 2 ans qui s'appelle le rond du cœur saignant, dans le parc Boisé au port, qui est un rond qui s'appuie sur un vocabulaire en lien avec la relation avec les pays de la zone, mais avec les danses de combat, etc., mais qui est aussi un espace qui est ouvert à toutes les pratiques vivantes. Donc il y a aussi des projets comme ça qui sont dans ce même esprit, qui ont été sur lesquels je travaille aujourd'hui. La question des commissariats. Donc je ne suis pas, comment dire, je suis de fait un commissaire. Mais je ne suis pas, comment dire, comme dirait Godard, je ne suis pas un professionnel de la profession. Ce qui est superbe. Parce que quand je pense aux commissariats que j'ai pu faire, ce sont tous des commissariats en amont. C'est une expérience. C'est-à-dire, c'est pas une commande. C'est pas pareil. C'est une sorte comme une nécessité, quoi. L'histoire de la Chine, c'était une nécessité. L'histoire de la photographie mozambicaine, qui est complètement inconnue. Il y a un petit bouquin d'ailleurs. Si vous essayez de trouver Saudade de l'espoir. C'était aussi une nécessité. Comment est-il possible qu'on ne connaisse pas, comment dire, on parle de la photographie africaine, mais ça ne veut rien dire. Comme si tu disais la photographie européenne. Tu vois, c'est une sorte comme ça. C'est un formatage qui correspond aux besoins d'un marché, machin. On va formater. Bon. Et puis je découvre, en étant au Mozambique, je découvre effectivement qu'il y a une véritable école mozambicaine qui, pour des raisons culturelles, politiques, etc., est née après la Révolution, etc. D'ailleurs, Godard avait travaillé à Maputo. L'époque où on espérait pouvoir proposer des alternatives à la télévision formatée à l'occidentale, etc. Bon. Et donc, pour revenir à Goldblatt, c'est pareil. L'histoire avec David Goldblatt, donc ça faisait un moment que j'allais en Afrique du Sud, j'ai fait pas mal de projets. Récit des corps a été présenté au Muséum Africa à Joburg. J'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait des workshops, j'ai fait beaucoup de choses en Afrique du Sud, j'étais en résidence. Bon. Et puis comme beaucoup d'entre nous, j'étais chez un bouquiniste et puis je regarde des bouquins, etc. Puis il y a un petit bouquin, je commence à regarder, quoi, petit bouquin, belle publication, je commence à regarder ça, je dis waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, c'est un photographe américain que je ne connais pas, super photographie. Donc avec effectivement un référentiel qui m'amenait non pas vers la photographie humaniste à la Cartier-Bresson, mais plutôt vers une photographie américaine, pas seulement une photographie comme Walker Evans, mais aussi une photographie beaucoup plus contemporaine. Waouh. Et puis en regardant, j'achète le bouquin, regarde ça, David Goldblatt, photographe sud-africain. Waouh. J'étais vraiment sur le cul. Et je me dis, ça c'est vraiment génial. Effectivement, je me renseigne un petit peu, et puis je travaillais avec une structure qui s'appelait Market Photo Workshop. Et en fait, le Market Photo Workshop qui était une structure destinée à
à des étudiants comment dire, post-apartheid, donc qui n'étaient pas dans le circuit classique, à accéder à une formation autour de la photographie. Et Goldblatt avait été le créateur de cet endroit-là. Et puis en rentrant à La Réunion, c'est l'époque j'évoquais tout à l'heure, du workshop photographie de l'océan Indien, donc ce workshop itinérant, dont une session s'était passée à Joburg. Rapidement, je me rends compte, comment dire, là encore, de l'intérêt de faire des workshops dans la durée, de se frotter dans l'expérience avec d'autres photographes. Ça, je le savais, mais comment dire, je savais depuis un moment, mais là, comment dire, dans le contexte réunionnais, je me disais, waouh, ça c'est vraiment super. Sortons de la centrifugeuse Réunion-France, France-Réunion, et puis regardons la richesse qu'il y a autour de nous. Ça, je pourrais vous en parler un petit peu parce que c'est une idée que je défends à l'école d'art. L'idée non pas d'une école réunionnaise, une école française, une école européenne, mais surtout une école de l'océan Indien. Mais bon, je referme ma parenthèse. Et donc je me suis dit, waouh, il faut absolument qu'on fasse connaissance, que la Réunion fasse connaissance avec l'œuvre de Goldblatt. Et Goldblatt n'était pas... il avait eu... alors, ça, c'est une histoire assez extraordinaire, parce que Goldblatt... je pourrais faire aussi une belle parenthèse pendant un moment, mais je vous enverrai un petit doc, un 4 pages, que j'ai sorti à l'occasion de l'expo. Mais Goldblatt, il faisait pas partie de la photographie militante de l'époque de l'apartheid. La fighting photography. Il n'allait pas sur les manifestations, etc. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, il était déjà assez connu en Afrique du Sud parce qu'il produisait déjà quelque chose de très très fort. Il n'était pas connu à l'extérieur. Et puis on le regardait un petit peu de loin, photographe blanc, il faisait de la photographie commerciale pour les magazines, etc. Il faisait très bien, très très pro d'ailleurs. D'ailleurs, ce skill, ce savoir-faire technique qu'il a expérimenté pendant des décennies, on le retrouve dans son œuvre. La maîtrise des dispositifs. Et Goldblatt donc était méconnu et il me disait, tu sais, Karl, il a été, quand je l'ai rencontré, il était diffusé par la galerie Goodman. Et donc il disait, tu sais, Karl, cette année, j'ai gagné autant que dans toute ma vie. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'il me disait, tu sais, Karl, quand vers mes 60 ans, j'ai pensé me suicider. C'était l'ouverture dans les années fin 90. Et donc, il y a une curateur du MoMA qui faisait son marché en Afrique du Sud. Et avant moi, entre guillemets, elle a vu que c'était quand même... Wow, il y avait de l'épaisseur. Donc, il a eu sa première exposition au MoMA. Il n'était pas connu en Europe. Hein. Et donc là, Goodman, et donc toute cette donc il a connu, on va dire, jusqu'à son décès, 25 ans de gloire, quoi, invité partout dans le monde. Et moi qui ne doutant de rien, d'ailleurs ça ne se posait même pas en ces termes-là, je me dis il faut absolument qu'on présente Goldblatt à La Réunion. Il y a une telle évidence. Photographe africain, avec des problématiques très forts visuellement, mais très forts dans les contenus, etc. Ça me paraissait, dans le prolongement de ce que j'essaie de partager, ça me paraissait vraiment important de le faire. Et puis tout le monde me dit, là encore, ah Karl, tu sais, Goldblatt, il est invité partout. Là, il sortait d'une exposition à Barcelone, il était invité en Allemagne, machin, etc. Qu'est-ce qu'il va aller foutre à La Réunion? Et puis j'ai son contact, je l'appelle, on discute un petit peu au téléphone, et puis il me dit,
me suis très occupé. Il dit bon, allez, est-ce que je peux vous rencontrer? J'ai dit ben, venez, là je suis à Melville, venez, on va partager un verre de vin. Donc je l'accueille où j'étais logé, et puis on partage un verre de vin, c'est pas mal pour commencer. Et puis je lui parle du projet, de ce que je voulais faire, qui n'était pas une rétrospective. Je voulais pas faire une rétrospective. L'idée c'était de ne pas être dans une chronologie, mais d'être plutôt de tisser différentes séquences de son œuvre, depuis les années 60 jusqu'aux années 2000, avec des dispositifs différents, etc., mais avec la constance, essayer de traduire de ce que je voyais en termes de constance dans son ensemble. Waouh, ça lui plaît. Il me dit ok, on va essayer, etc. Et donc là, ça a été, une des aventures fortes que j'ai pu avoir, d'échanger avec Goldblatt, plusieurs fois chez lui, avec ses archives, etc. Il m'a laissé libre de faire l'editing. Donc à partir des bouquins, et d'écrire le scénario de l'expo. À part 2-3 choses, il a complètement validé. J'ai dessiné la scénographie pour le musée Léon Dierx. Et il est venu, il était ravi, c'était superbe. Malheureusement, il n'y a pas de catalogue. Il n'y a pas de catalogue. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire. Et puis on avait, il était venu, à ce moment-là, j'avais lancé, il y avait le workshop photographique de l'océan Indien, ça marchait, c'était assez facile on le faisait. Et puis je me suis dit, waouh, fort de tout les expériences que j'avais eues auparavant, il faut qu'on monte une manifestation océan indienne qui s'était intitulée Photographie en océan Indien. Donc présenter la photographie de l'océan Indien. Et c'est très dense. Là. L'Afrique du Sud, c'est pas seulement sur le... Mais vous connaissez l'Afrique du Sud, donc sur le terrain de la création visuelle, du spectacle vivant, c'est complètement incroyable. L'Inde, l'Australie, l'Afrique de l'Est, etc. Bon, c'est une richesse inouïe. Et je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Et donc, j'ai réussi à convaincre des institutions. Et là encore, il faut trouver les bonnes personnes pour que ça se passe bien. Et pour des raisons que je pourrais expliquer, ça s'est monté à Saint-Benoît. Ça, c'était l'erreur. C'était à la fois... C'était pas une erreur parce que c'était une dimension, un centre-ville où on pouvait se déplacer à pied, etc. Mais c'était une erreur. On était loin de tout. Ça intéressait beaucoup moins les institutions que... D'ailleurs, l'exposition de Goldblatt a été présentée dans le cadre du programme Photographie en océan Indien, mais à Léon Dierx. Et si j'avais monté Photographie en océan Indien à Saint-Denis, je pense qu'on existerait encore aujourd'hui. Donc on a fait 2 éditions. Et puis la structure aussi qui portait le programme était une structure associative trop fragile. Donc on a monté l'exposition, Goldblatt est venu et on a fait une rencontre d'abord avec des artistes à Saint-Benoît, un échange avec Goldblatt et un échange avec lui à Léon Dierx. Voilà, et l'année d'après, il était à Arles, rencontre d'Arles. Donc très grosse expérience et une manière aussi de faire connaître, de faire connaître la densité, la qualité de ce qui se produisait aussi là, tout près en Afrique du Sud. Goldblatt, il était, Alors, Goldblatt, ce qui est intéressant, c'est que comme il ne faisait pas partie de la fighting photographie, on ne considérait pas qu'il avait, on s'est rendu compte de l'épaisseur politique de son travail après, parce que son travail était éminemment politique. Et ce qu'il restituait de la société de l'apartheid, ça avait une force inouïe. Évidemment, ce n'était pas les photographies de manifestants qui se font tabasser, etc., etc. Mais ce qu'il montrait à travers les portraits, à travers l'architecture, à travers les images de territoire, etc., etc., ça avait une épaisseur et une force politique qui
qui a pu être lu après coup. Mais pendant l'époque de l'apartheid, c'était pas possible. Tout le monde avait le nez sur les violences de l'apartheid. Moi, en tout cas, mon sentiment, ce qui découle de mon expérience, si tu veux, c'est que, comment dire, c'est qu'il faut vraiment, avec les gens avec qui on travaille, avec qui on monte des projets, aller sur ces terrains-là. Je disais tout à l'heure, le sens, il est aussi dans la production. C'est-à-dire, prendre du temps sur la question de la production. Ne pas le mettre de côté, mais vraiment le prendre comme une partie intégrante de l'œuvre, ou du projet. C'est vraiment très, très, très important. Et là, on est confronté, pour le coup, on est confronté à des vraies questions. En direct, ce n'est pas simplement des questions d'ordre épistémologique ou philosophique ou éthique. Non, c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire la mise en œuvre, tu vois, et attention, il n'y a pas de réponse. Moi, je n'ai pas de vérité par rapport à ça. Et je sais que ça se joue là. Et à chaque fois, c'est une bagarre, à chaque fois, c'est une nouvelle expérience. Alors, j'ai commencé à repérer, évidemment, avec le temps, un certain nombre de choses. Mais évidemment, jamais, il n'y a pas de règle magique. On avait monté aussi l'exposition Sadat de l'espoir, là, sur la photographie mozambicaine, au port, à La Réunion, qui a eu aussi un certain succès, parce que c'est, comment dire, quand on est... c'est toujours la question des images et des représentations. Je dis souvent, à La Réunion, j'ai animé, j'ai emmené beaucoup de gens au Mozambique, en Afrique du Sud, et donc qu'est-ce qu'on a comme image, C'est pas vrai pour tout le monde. Mais l'Afrique, c'est soit les soleils couchants, soit les enfants en noir et blanc qui meurent de faim. Voilà. C'est vrai que ça existe, les deux existent. Mais le reste, c'est le réel. Et dans le monde des écrans et des images, c'est ce qui buzz, qui contamine nos imaginaires et qui continue à être présent quand on est en état de voyage, quand on est à l'extérieur. Les images virtuelles qui sont là inconsciemment, etc. Je disais à une époque que c'était le réel qui mettait à l'épreuve les images. Imaginez la production des images au XIXe siècle. À l'époque quand même des photographes voyageurs. Donc il y a une sorte comme ça de désir d'image en Europe qui font qu'on met... Et effectivement, il y a ces images qui reviennent, qui sont publiées, des images en noir et blanc, etc. Vous imaginez le choc. Par exemple, je pense à Flaubert. Je ne sais pas si vous avez lu Flaubert, quand il découvre Jérusalem. Le choc de Flaubert entre ce qu'il voit sur les images et la réalité. Le réel met à l'épreuve les images. Aujourd'hui, le paradigme a changé. C'est les images qui mettent à l'épreuve du réel. C'est les images qui mettent à l'épreuve le réel. Et le réel qui se plie de plus en plus aux images. D'où le fait qu'on devient tous plus ou moins exotiques à nous-mêmes. On devient exotique à nous-mêmes. Et ça, c'est des comment dire, ce sont des pistes de réflexion qu'il faudrait développer. Et en l'occurrence, c'est en lien avec cette question de l'écologie du regard. Il n'y a pas une vérité, il n'y a pas un regard absolu, mais il y a la nécessité de la différence. Il y a la nécessité de la différence. Et à partir du moment qu'il y a un nivellement, mais quel qu'il soit, là dans le domaine des images, on va vers du moins, on va vers, comment dire, je pense quand on regardera notre époque du début du XXIe siècle dans 30 ans, on aura le même regard que nous, le regard qu'on a sur la bouffe industrielle des années 60. On se dit, mais comment a-t-on pu gober toutes ces pubs débiles et cette bouffe de merde? Et dans 30 ans, on se dira, mais comment a-t-on gobé toute cette culture et tout ce fleuve de boue? Mais en attendant, on doit vivre avec ça. On doit faire avec. Je dis souvent, il m'est arrivé de dire dans des workshops, on est des acupuncteurs, comme dans les années 50, qui travaillons dans un système qui est celui de l'hôpital. Il y a le système, il y a la logique du champ, etc. Et ça, c'est
à mon sens, quoi, je suis pessimiste, mais je pense que ça c'est plié, quoi, ça c'est plié. Et ce qui était déjà là, latent depuis 20 ans, qui se mettait en place, c'est-à-dire comment dire, ce cynisme et cette manière de galvauder toutes les valeurs les plus belles, l'amitié, ce scandale de Facebook. Moi, ça ne me gêne pas, Facebook, mais qu'on dise d'abord que c'est une entreprise qui fait du business et qu'on ne le vende pas comme on nous l'a vendu, comme les réseaux sociaux, etc. Tout ça, c'est d'une vulgarité sans nom. Et ça ne veut pas dire qu'il y a des tas d'hommes et de femmes qui utilisent les réseaux, etc., comment dire, avec cœur, avec passion, dans une perspective politique. Mais ce qui est monstrueux, c'est que la règle du jeu les dépasse complètement. C'est ça qui est monstrueux. Et comme c'est quelque chose qui a à voir avec l'identité, l'image que l'on a de l'autre, l'image qu'on a de soi, c'est des sujets qui sont extrêmement difficiles à aborder, ça. Et tu n'auras pas de manifestation au carrefour des chemins pour dénoncer les GAFAM. On préfère dire qu'on vit sous une dictature. C'est plus facile. C'est plus vendeur dans le web 2.0. Parce qu'on ne se rend même pas compte de la différence qu'il y a entre Internet et le web 2.0. Qui a conscience de la différence entre le net et le web 2.0? Personne. Internet, c'est génial. Comme la fission de l'atome, c'est génial. Ensuite, on va faire une bombe atomique, on peut soigner des gens. Internet, c'est génial. Le web 2.0, c'est une immense entreprise de business, immense, qui aujourd'hui a tout balayé. Et là, c'est plié. Avec l'histoire de la pandémie, c'est plié. C'est-à-dire, on va vers quoi? On va vers le monde des pauvres. Ça, c'est l'outil des pauvres, ça. Ça, c'est l'outil du pauvre. C'est-à-dire l'expérience, entre guillemets, qui n'est pas une expérience, parce que ça aussi, le terme est galvaudé. C'est-à-dire la culture, la santé, l'éducation, le sexe, pour les pauvres. Et puis pour les riches, la santé en face à face, la culture en face à face, l'éducation en face à face, le sexe avec l'autre, etc. Et on y est déjà, on y est. Il suffit vous avez voyagé, on le voit déjà partout. Moi, j'essaie d'être comment dire, optimiste, parce que je pense qu'il faut qu'on soit optimiste dans ce qu'on fait, chacun à l'endroit où on est. Parce que c'est ça qui est le plus important. Et faire attention à l'illusion de faire partie des happy few de la globalisation. Ça, c'est aussi quelque chose qui est hyper dangereux. Mais, comment dire, c'est plié. C'est-à-dire le système, il est tellement puissant, ses forces, leur intérêt objectif, c'est de balayer tout ce qui est de l'ordre du public. Leur intérêt, c'est ça. Et que tout soit devenu, comment dire, la quantification de la qualité, quoi, la quantification de la qualité. Donc, oui, effectivement, on a des temps difficiles devant nous. Et on va tout doucement vers... Et en plus, ce qui est incroyable, c'est que c'était une sorte de... Comment dire, et on devrait beaucoup plus regarder ce qui se passe en Chine, c'est une sorte de totalitarisme soft qui se met en place. Bien sûr, la planète, elle est en train de... Elle subit vos enfants ou vos petits-enfants peut-être vivront on va vivre des périodes difficiles sur cette planète. Mais je vous rappelle quand même qu'au Qatar, où il fait 50 degrés, il y a les travailleurs philippins qui vivent dans des préfabriqués, et puis des gens qui se baladent dans la rue, dans des lieux fermés, privatisés, avec de la clim. Ça, c'est le monde de demain. Ce n'est pas parce qu'il y aura quelques degrés de plus, bien sûr qu'il va y avoir une plus grande misère sociale, mais il y aura, comme déjà partout dans le monde, tu vois aux États-Unis, tu vois partout, même en Europe, il y aura les lieux pour les happy few, avec bouffe bio, clim, etc., etc., etc. Et puis les ZAD, les zones libres, mais sans service public, sans rien. Les zones libres. On sera libre, ça sera le maître mot, on sera libre. Ça, c'est le totalitarisme soft qui se met en place et que l'on voit se dessiner tout doucement un peu partout. Et c'est pas spectaculaire. Ils n'ont même pas besoin, comment dire, il n'y a même pas besoin d'avoir un discours là-dessus. À l'époque où il y avait une bagarre d'idéologie politique, il y avait des perspectives qui s'affrontaient. Voilà. Aujourd'hui, c'est même pas nécessaire. C'est même pas nécessaire. Mais je reste,
c'est c'est la grande formule. Hein. On peut penser global et puis agir local, quoi. Agissons chacun comme on peut et le mieux possible pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos amis, pour les gens. Voilà, et faisons attention. Et l'écologie du regard, ça passe par là. Donc oui, l'écologie du regard, c'est ça. C'est surtout la variété des regards. Il ne s'agit pas d'imposer un regard, ce qui est en train de se faire. La mondialisation du regard, qui nous amène, et c'est ça le totalitarisme, mais de préserver les différences. Et ça passe évidemment par les productions d'images. Ça passe aussi par comment dire, ce que nous proposons. Qu'est-ce qu'on propose quand on est avec l'autre, qui lui est dans une autre culture? Qu'est-ce qu'on lui propose? Qu'est-ce qu'on lui impose ou pas? Qu'est-ce qu'on lui impose de fait? De quoi a-t-on conscience? On a conscience de quoi? On met en place un dispositif. Je ne parle pas du sens strictement artistique. Quel est le sens du dispositif que l'on met en place? Quel est le sens de poser ce jardin sur l'île du Mozambique, en lien avec l'esclavage? Qu'est-ce que ça implique comme responsabilité? Qu'est-ce que ça dit de la mémoire, de l'histoire, du patrimoine, etc. etc. Donc on a comment dire, plein de... Les chantiers, on a énormément de travail à faire. Moi j'ai essayé de le partager, je fais moins de workshops aujourd'hui, parce que j'ai moins d'énergie, mais pour moi les workshops, à chaque fois c'était des créations, c'était de vraies créations. Je pense que tu posais la question tout à l'heure par rapport au curating. Je prends autant de plaisir à monter une exposition, avoir monté une exposition que faire un workshop. Je prends aussi les mêmes risques. Sinon c'est ennuyeux. Sinon on s'ennuie. Quand on refait toujours la même forme, en tout cas moi je m'ennuie. Et j'espère que j'aurai encore l'énergie encore une petite dizaine d'années pour faire ce que je fais. Ce qui n'est pas gagné.